on a encore d'autres luttes aujourd'hui. L'histoire, oui, mais aujourd'hui, monsieur Adrien Oubedji, vous êtes resté passif pendant longtemps. Et à l'époque, on sait, vous et le Gabon, on sait ce qui s'est passé. Donc, bref, voilà, il n'est pas si parfait que ça, mais je pense que cette sortie était bonne. Mais il y a aussi des non-dits et il doit encore faire une autre conférence pour en sortir. En tout cas, merci pour les 2 bombes qu'il a lâchées et vivement qu'il y ait d'autres. À écouter les uns et les autres, on n'est que dans l'accusation. Tout ce que Adrien Oubedji a dit, c'est bon. Tout ce que les autres font, c'est mauvais. Et nous avons été toujours comme ça. Nous balançons au gré des vents. Je crois que je n'ai pas grand-chose à dire. Je vais seulement dire à tous les panélistes que lorsqu'on est en face des débats aussi intéressants, il faudrait qu'on laisse de côté la passion. Il faudrait qu'on laisse de côté les injures. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde se prépare à la guerre. Je crois que c'est ce qui se lit dans les interventions. Tout le monde se prépare à la guerre. La guerre ne nous amène nulle part. Quand on dit qu'il faut ramener la démocratie, comment nous allons ramener la démocratie? Adrien Oubedji était au pouvoir. Il a été toujours au pouvoir. Il fait partie du système. Depuis la conférence, il fait partie du système. Mais qu'est-ce que lui, il a fait pour changer les choses? Apparemment, rien. Il a eu même des difficultés, certains l'ont dit ici. Il a eu des difficultés à même s'imposer au niveau de l'Assemblée nationale. On n'a pas été vigilant dans la mesure où les acquis de la conférence nationale, je ne veux pas dire on parce que moi, j'y étais pas, ils n'ont pas pensé, n'est-ce pas, à consolider les acquis de la conférence nationale. Ce qui les a intéressés plutôt, ce sont, n'est-ce pas, leur pouvoir personnel et non le pouvoir qu'ils pouvaient donner aux institutions. Ce qui fait que juste de la conférence nationale à aujourd'hui, nous avons des institutions qui sont tellement faibles et qui n'ont, n'est-ce pas, aucun pouvoir face au pouvoir de celui qu'on va appeler le chef de l'État. Et donc, ce qui fait que n'importe qui prend le pouvoir, n'est-ce pas, il est libre de faire ce qu'il veut. Et donc, dans ces conditions-là, n'est-ce pas, n'est-il pas facile de faire des exilés politiques? Bon. Après, moi, mon propos, il est très simple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on déplore les idées politiques et tout, mais je pense que c'est aussi peut-être le moment d'appeler à un peu à un peu d'intégrité, n'est-ce pas, dans la politique. Parce qu'il faut constater que tous ceux-là qui sont, n'est-ce pas, en exil aujourd'hui, c'est parce que, n'est-ce pas, ces personnes-là, pour la majorité, j'ai bien dit, hein, donc vous allez faire attention à vos commentaires, pour la majorité, traînent des casseroles. Il est crevé. Il est anéanti. Parce que il aurait opéré en silence beaucoup de démarches qui n'ont pas donné ses fruits. Et quand on essaie de réécouter, je nous amène encore à réécouter correctement, vous auriez compris, où on peut lire entre les lignes qu'il aurait utilisé des armes pour désamorcer et cela n'a pas pu porter ses fruits. Là, il se dit, quand on essaye de toucher la main qui vous a peut-être nourri et que cette main reste fermée et ne veut plus donner, et qu'on voit que nous végétons dans un mal profond et que j'ai des personnes qui me suivent et des personnes qui veulent cette détermination, cette autodétermination que nous voulons pour notre peuple, il faut que je parle. Ben, monsieur Woudjenaï, c'est peut-être ce qu'on a tenté de vous mettre dans la tête. Et on a donné le pouvoir à un président de la République qui allait à la face du monde, nous dit que nous étions un désert de compétences, donc des incompétents. Et quelques années plus tard, il enfonce le clou et dit nous sommes un pays de pagailles. Donc nous sommes des pagailles. Aujourd'hui, vous venez dire que nous sommes des mal éduqués. Ben, moi, je ne me retrouve dans aucun de ces qualificatifs et je rejette, je ne suis pas mal éduqué. Je ne suis pas incompétent. Je ne suis pas pagailleur. Je prends la parole maintenant. Le premier tour, c'est environ 5 minutes pour votre première intervention. Et vous pouvez rester pour pouvoir reprendre la parole plus tard pour réagir
à tout ce que vous aurez entendu. Donc, bienvenue à Georgia Vidasco, Luc, Monsieur Luc Kialine et puis Monsieur Nde Weno. Donc, on va commencer parce qu'on n'a pas encore entendu une voix féminine. Donc, on va commencer par Georgia. Elle peut prendre la parole maintenant. Merci beaucoup, Monsieur Jessou. Salut tout le monde. J'étais en bas depuis le début et j'écoutais. Et je ne sais pas si j'ai une voix féminine, parce que souvent quand je parle, les gens me disent monsieur, monsieur, bon, quand ils entendent ma voix. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Jessou, pour ce que vous faites. Moi, j'encourage en tout cas tous mes abonnés à s'abonner à vous suivre. Vous faites un très bon travail. En fait, j'ai écouté la sortie. C'est la deuxième bombe qu'il sort. Le président Adrien Humbéji. Et je vous demande d'aller sur YouTube. Et j'ai écouté. Et je vous assure, c'est bon d'écouter ça. C'est bon. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit Douba, beaucoup ne savent pas effectivement ce que c'est. Ceux qui ont écouté l'histoire racontée par leurs parents, peut-être peuvent avoir une idée. Mais aujourd'hui, on entend misriter, c'est tout ce qu'on entend. Mais avant, c'était pire. Moi, j'ai eu un professeur en classe de 6e qui était aveugle. Il devrait presque coller son nez au tableau au pouvoir. Mais c'est tout ce qu'il avait. Quand il est venu à Parakou, tellement les gens ont eu pitié de lui, on l'a envoyé au lycée. Il nous faisait des cours d'histoire. Un professeur très bon. Je l'aimais bien. Et j'ai oublié son nom. Et ce professeur, il disait que, en son temps, lui, il était de l'opposition. Il voulait que Kérékou parte. Et Kérékou parlait. Il insistait pour la révolution. Et il insistait que l'URSS, le communisme, que c'est ce qu'il fallait pour le pays. Et en ce temps, il y avait trop de pagaille. Je vous rappelle que les gens comme Christophe Soglo, c'est des gens qui viennent, ils font coup d'État, ils partent, ils reviennent, ils font encore. C'est-à-dire, pour eux, le pays, c'est comme, voilà quoi. On entre à la présidence et on sort comme on voulait. Le pays, à un moment donné, avait 3 présidents. Et on tournait, chacun prend l'autre, prend l'année prochaine. C'était la pire pagaille. Et ça s'appelait l'enfant malade d'Afrique à l'époque. Et c'est Kérékou qui a remis les choses sur les rails. Et je remercie en tout cas le président Adrien Humbéji d'avoir rappelé cela. Sauf qu'il y a non seulement des non-dits, je pense que peut-être il va faire d'autres sorties pour mieux dire, parce que là, il n'a pas tout dit. Lui-même était dans ce système. Et il a peut-être démissionné en 1967, comme il a dit. Moi, je n'étais pas encore né, mais en tout cas, je le remercie d'avoir eu cette honnêteté. Et cependant, n'oubliez pas que le système néocolonialiste a toujours fonctionné comme ça. Toujours. Et s'il veut aujourd'hui jouer les victimes en nous disant ouais, voilà, moi aussi j'ai été victime, on m'a emprisonné, j'ai dû fuir, et il va jusqu'à dire que c'est le devoir d'un prisonnier citoyen. J'espère que Ricky Amadougou nous entend, j'espère que l'ancien président, l'ancien DGPN nous entend, j'espère seulement que Aïvo nous entend, et que ceci c'est possible et qu'il dégage de là. Nous on va les accueillir à bras ouverts, parce que sincèrement, quand on a quelqu'un qui oublie l'histoire d'un pays, quelqu'un qui connaît votre histoire va vous respecter, mais quelqu'un qui l'ignore, qui se sent français, qui ne se voit que dans la peau d'un Français, s'en fout de votre histoire et ne vous respectera jamais. Et c'est ce qui est en train de se passer actuellement. En tout cas, je remercie l'octogénaire qui a quand même pris quelques heures de trucs là, de conscientisation pour parler aux Béninois. Et il a essayé de conscientiser, il a fait de son mieux. Je sais pas mal ce qu'il a fait, sauf qu'il n'a pas tout dit. Lui aussi était dans le système et il ne l'a pas changé. Il a peut-être démissionné pour 1 ou 2 personnes, peut-être, je sais pas pourquoi, mais tant est-il qu'il ne va pas me dire que quand il était à la tête de l'Assemblée, il n'avait pas aussi le pouvoir de changer les choses. Qu'il ne va pas me dire aujourd'hui qu'il est toujours membre du PRD et qu'il n'a pas le pouvoir de changer les choses. C'est quand même quelqu'un qu'on a toujours suivi et je pense que voilà, Adrien Humbéji ne peut pas me dire aujourd'hui qu'il était victime du système pour me rappeler une histoire qui s'est passée en 1967. Alors que moi, petite Georgia, née les années 85-90, voilà, je naissais quand, voilà, j'étais toute petite quand les tensions commençaient. Je disais, j'avais à peine 4 ans, ou quand on m'a remis pancarte, on m'a dit descendre dans les rues. J'ai demandé pourquoi, on m'a dit si tu veux manger, tu dois apprendre à lutter pour tes droits, descendre dans les rues. Parce que là, c'est année blanche, il n'y a plus de travail, il n'y a plus d'investissement dans le travail. J'avais à peine, dans le pays, j'avais à peine 4 ans, j'ai pris pancarte, je suis descendu dans les rues. Ça, je me souviens.
Il y a eu Année Blanche, et quoi d'autre, voilà. Il y avait les bailleurs de fonds mettaient la pression. On me dit qu'avant ça, il y avait eu un certain Bob Denard qui était venu, voilà, qui voulait juste descendre le président du pays et tout. Je vous rappelle que les gens comme Christophe Soglo à l'époque, c'était des gens qui tuaient des Nigériens dans notre pays juste pour plaire aux Français. C'était ça se passait au Niger. Et lui devait mettre la pression aux pays voisins pour plaire au Niger. Mon fils, ça vient aussi de base ailleurs. Voilà quoi. C'était un peu ça. Donc, il faut aussi comprendre ça. Je pense que le président Adrien Roubéji n'a pas tout dit. Il n'a pas tout dit. Il n'est pas une victime du système du tout pas. Et celui qui dit qu'il doit même présenter des excuses a raison. Il a raison. Mais tant est-il que cette sortie, elle est bonne, elle est positive, je pense que c'est quelqu'un qui se dit, je n'ai plus rien à perdre. Voilà. Et là, il sort tout. Nous en avons besoin. Il faut comme ça, voilà, conscientiser, rafraîchir la mémoire et dire aux gens, nous avons vécu des tas de choses pour en être là aujourd'hui. Cette constitution, il y a eu des gens qui ont souffert. Il y a eu des gens, vous savez c'est quoi, c'est évader de la prison. Tu as un droit de la mort, c'est dit, quoi, c'est ça, quoi. Quand tu essaies, on tire, c'est bon, et tu es parti. Et si on ne tire pas, tu arrives à t'en sortir, bon, voilà, quoi, c'est ce qu'il est en train de dire. Il était entre la vie et la mort, il a pris un gros risque pour sa vie à lui. Mais là, nous, c'est, voilà, quoi, merci, voilà, tu as fait, mais maintenant, parlons de pays. En matière de, voilà, de lutte pour le pays, Adrien Roubéji, en 1967, vous avez démissionné, oui, mais et après? Et après? Qu'est-ce qui s'est passé? Montrez-nous aujourd'hui les luttes que vous avez faites. Combien de personnes vous avez pu sortir de là? Avez-vous essayé de sortir Rekia? Avez-vous essayé de sortir Ivo? Avez-vous essayé de sortir le truc là, comment il s'appelle? J'oublie toujours son nom, l'ancien directeur de la DGPN. Voilà, les luttes sont là. Il y a des luttes qui se présentent à nous. Philippe Roundéon, merci. Là, on a encore d'autres luttes aujourd'hui. L'histoire, oui, mais aujourd'hui, monsieur Adrien Roubéji, vous êtes resté passif pendant longtemps. Et à l'époque, on sait, vous et le Gabon, on sait ce qui s'est passé. Donc, bref, voilà, oui, il n'est pas si parfait que ça, mais je pense que cette sortie était bonne. Mais il y a aussi des non-dits et il doit encore faire une autre conférence pour en sortir. En tout cas, merci pour les 2 bombes qu'il a lâchées et vivement qu'il y ait d'autres. Bref, c'est ce que moi j'ai à dire pour le moment. Et je vais aussi ajouter que les prisons, c'était... Est-ce que j'avais même fini? Pour mon professeur d'histoire, je racontais, je vous dis, mais Kérékou avait creusé, il creusait des trous. C'était des prisons souterraines. Donc, quand on vous sort là, tout de suite, vous voyez le soleil, votre iris est grillé, en fait. Il a perdu la vue comme ça, en fait. Vous voyez, donc c'était quand même difficile. Et Kérékou, quand même, c'était un militaire. Et voilà, quoi. Il traumatisait, il avait terrorisé. Et bref, n'oublions pas que c'était à l'aide de cette révolution-là que le Bénin a réalisé les plus grandes choses. Et jusqu'aujourd'hui, pratiquement rien. Ceux qui sont là ne lui arrivent pas la cheville aujourd'hui, je le répète. Et la dernière fois, le porte-parole de l'actuel gouvernement est sorti, le menteur ceinture noire 10e dan, comme je l'appelle. Il est sorti pour nous dire que le régime de Kérékou n'était pas bien, ni le premier, ni le deuxième. Et que voilà, c'est aujourd'hui eux qui essayent de changer les choses. C'est un brouillon total et que c'est eux qui travaillent, c'est archi faux. C'est archi faux. Les plus grandes réalisations du pays, que ce soit Étoile Rouge, Stade de l'Amitié et tout ça là, c'est des choses qui ont été construites à cette époque et je les défie. Ils n'ont pas construit une seule chose qui atteint Stade de l'Amitié. Ils n'ont pas construit une seule chose qui soit, voilà quoi, à l'image de l'Étoile Rouge et de tout ça. Bref, j'ai dit arrêtez de nous mentir. Il y a eu cette, voilà quoi, il y a des non-dits dans cette conférence. Le président Adrien Roubéji a des choses à nous dire et c'est vrai. Merci pour cette confession, mais il a mieux à nous dire. Et nous espérons toujours une prochaine sortie de sa part. Merci. Ok, merci beaucoup, Georgia. Monsieur Luc, vous pouvez prendre la parole. Ouvrez votre micro. Donc, en attendant qu'il soit prêt, donc continuez à partager le live pour qu'on remonte un peu. On était allé jusqu'à 150, on est descendu. Donc, continuez à aimer, à partager et puis pour qu'on puisse maintenir au moins l'audience qu'on a actuellement. Oui, monsieur Luc, allez-y. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, on vous écoute. Oui. Bonsoir, oui. Je crois que j'ai pris le live en cours. J'ai écouté ce que les uns et les autres ont dit. Je les remercie. Je remercie le président Adrien Roubéji pour sa sortie. Je vais revenir un peu sur ce que Georgia a dit. Lorsqu'on veut éclairer la population, il faut l'éclairer dans toute son entièreté. Il y a les non-dits qui ne sont pas dits comme il a dit. Il aurait fallu qu'ils essayent de nous tout dire, de nous dire tout, afin que la jeune génération puisse bien comprendre les choses. À écouter les uns et les autres, on n'est que dans l'accusation.
tout ce que Adrien Mbedi a dit, c'est bon. Tout ce que les autres font, c'est mauvais. Et nous avons été toujours comme ça. Nous balançons au gré des vents. Je crois que je n'ai pas grand-chose à dire. Je vais seulement dire à tous les panélistes que lorsqu'on est en face des débats aussi intéressants, il faudrait qu'on laisse de côté la passion. Il faudrait qu'on laisse de côté les injures. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde se prépare à la guerre. Je crois que c'est ce qui se lit dans les interventions. Tout le monde se prépare à la guerre. La guerre ne nous amène nulle part. Quand on dit qu'il faut ramener la démocratie, comment nous allons ramener la démocratie? Adrien Mbedi était au pouvoir. Il a été toujours au pouvoir. Il fait partie du système. Depuis la conférence, il fait partie du système. Mais qu'est-ce que lui, il a fait pour changer les choses? Apparemment, rien. Il a eu même des difficultés, certains l'ont dit ici. Il a eu des difficultés à même s'imposer au niveau de l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce que nous sortons d'un désordre. Il faut avoir aussi le courage de le dire. La conférence n'a pas fait que du bien. Il faut que nous ayons le courage de le dire. Quand on nous dit la démocratie, c'est bien. Mais une démocratie qui ne peut pas assumer, ce n'est plus une démocratie. Lui-même, il a eu des difficultés au niveau de l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cette majorité-là au niveau de l'Assemblée. Et je crois que c'est ce que l'autre veut éviter. Maintenant, c'est peut-être les méthodes qui ne cadrent pas. Mais quand on dit qu'il faut être un peu inclusif, d'abord, une loi, il faut qu'on le sache. Toute loi n'est pas nature exclusive. Ne nous leurrons pas. Toute loi par nature est exclusive. Quand vous créez une loi, c'est que vous voulez exclure certaines personnes. Ça, c'est des réalités historiques. La conférence l'a fait. Aujourd'hui, on se plaint. Talon a fait ceci. Je ne défends pas Talon. Talon a fait ceci, Talon a fait cela. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu en 90? C'est les mêmes Mbedi là qui ont tout fait pour exclure les anciens présidents. C'est les mêmes Mbedi qui ont tout fait pour exclure les jeunes loups. En mettant l'âge à 40 ans. En bloquant l'âge à 70 ans. Donc, il ne faudrait pas qu'au seuil de sa vie, on essaye de venir parfois berner la population. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas sain. Quand on est un patriote comme ça, là, il y a des problèmes qui se posent. Je crois que je suis monté sur certains panels où j'ai dit, les Adrien Mbedi sont où? Les Amoussou Bruno sont où? Les Soglo sont où? S'il veut, Talon n'est pas si têtu comme on le pense. Et Talon n'a jamais dit qu'il est plus fort que tout le monde. Si Adrien Mbedi voit les Amoussou, voit les Soglo, ils vont voir leurs petits frères. Même si leurs enfants, ils essayent de le voir, on discute, ils vont trouver une solution. Mais lorsque nos dinosaures a critiqué, là l'autre va réagir. Clair. Aucun roi n'est petit dans son royaume. Ça, on doit le mettre aussi dans la tête. Il a tous les canaux possibles pour discuter avec le président. Il a tous les canaux possibles pour obtenir tout ce qu'ils veulent. Mais il ne le fait pas. On vient, on critique, tout c'est mauvais. Alors que c'est eux-mêmes qui ont instauré l'exclusion dès le départ à la conférence nationale. C'est qui l'ont instauré. Ok, monsieur Luc, je pense que votre connexion... Donc, qu'on ne vienne pas sur les panels et essayer de dire à Adrien Mbedi, oui, c'est bon, ce qu'il n'a pas bien côté. Je dis, quand il y a un problème comme ça arrive, laissons de côté les passions, essayons d'aborder les problèmes tête froide. Adrien Mbedi peut faire comprendre à Talon qu'il faut faire ceci pour libérer les gens. Il connaît les canaux. Il connaît. Qu'on ne vienne pas nous dire, non, il faut libérer les détenus politiques publiquement comme ça. L'autre, c'est un chef. Un chef, c'est un chef. Nous devons aussi comprendre que c'est comme ça. Quand on est chef, on est chef. Un chef ne se fait pas humilier. On ne veut pas tout le temps venir humilier l'autre en tant que président de la République. Ce n'est pas lui, Adrien Mbedi, qui a dit au cours de son discours que notre système partisan n'est pas bon. Sa conférence, sa déclaration, quand il a pris le pouvoir en 2015, quand il a pris la tête de l'Assemblée, ce n'est pas lui qui a dit ça. Quand on est tombé de son piédestal, alors, lentement, consciencieusement, on appelle les gens, on réunit, on discute. C'est comme ça.
Mais lorsque vous vous levez, vous dites, on va changer le code électoral. Monsieur Luc, encore une minute pour terminer. Il faut changer ceci, ce n'est pas bon. Ouais. Donc je dis, il faut que le président Adrien Mbegi essaye de voir ses pairs. Quand je dis ses pairs, nous avons la Moussou, nous avons les Soglo, nous avons tous ceux qui sont là. Et même les gens comme l'actuel président, ils essayent de discuter, ils voient le président. Ensemble, ils trouveront les voies et moyens pour régler ce problème. Ce n'est pas sur la voie publique qu'on règle ces problèmes, je vous en prie. Un roi, c'est un roi. Un chef, c'est un chef. Un président, c'est un président. Voilà ce que j'ai à dire pour terminer pour le moment. Merci beaucoup. Ok, je me permets peut-être de dire un petit mot. Dans les problèmes qui se posent au Bénin aujourd'hui, ce ne sont pas les problèmes qui datent de 2025, c'est les problèmes qui datent de 2019. Et on a vu plusieurs médiations qui ont échoué jusqu'à présent. Les Soglos ont fait ce qu'ils peuvent. Yahya est allé même devant la caméra de l'OATB où Talon disait « Vous êtes qui ?» Donc, faut pas reprocher, on ne peut pas reprocher aux autres. On ne peut pas reprocher aux autres de ne pas essayer de régler les problèmes qui se posent aux Béninois aujourd'hui. Donc, laissez votre micro fermé, s'il vous plaît. Je vous ai écouté jusqu'à la fin. Je vous ai écouté jusqu'à la fin. Je ne vous ai pas coupé une seconde. Donc, quand quelqu'un d'autre parle, vous êtes patient, vous écoutez jusqu'à la fin aussi. Donc, c'est comme ça, nous, on fonctionne ici. Donc, c'est juste moi, mon rôle, c'est de donner la parole, mais je voulais attirer votre attention sur ces petits détails-là. Donc, les problèmes ne datent pas d'aujourd'hui et je ne connais pas le cas d'Adrien Mbegi, mais tout au moins, on sait que Yahi a essayé de plaider pour la libération des détenus politiques. Soglo l'a fait plusieurs fois, donc on ne peut pas leur reprocher de ne pas avoir essayé jusqu'à présent. Ok, la parenthèse est fermée. Monsieur Nde, vous pouvez prendre la parole. Monsieur Ndewe, on ne vous entend pas. Oui, là c'est bon. Ok, c'est bon maintenant, oui. D'accord. Bah écoutez, moi j'ai suivi avec attention les propos de Maître Adrien Mbegi et aussi j'ai écouté les différents points de vue, n'est-ce pas, qui ont été donnés sur votre panel. Après, j'ai vu qu'il y a deux tendances qui se dessinent, c'est-à-dire d'un côté ceux qui pensent que la sortie de Maître Adrien Mbegi est opportun et qui applaudissent l'homme, et de l'autre côté il y a ceux qui pensent, n'est-ce pas, que pour avoir été président de l'Assemblée nationale pendant je sais pas si je dois dire règne, ou en tout cas le quinquennat de monsieur Patrice Talon, que normalement il n'a plus droit, n'est-ce pas, au chapitre parce que il aurait participé à tous ceux entre guillemets désordres qu'il est en train de dénoncer aujourd'hui. Bah écoutez, moi je n'ai jamais été très particulièrement PRD ni Maître Adrien Mbegi parce que j'ai toujours considéré que c'est dangereux les politiciens qui, n'est-ce pas, au gré de leurs intérêts, vacillent. Moi, j'ai bien écouté ses propos et tout ce qu'il a eu à faire pour la conférence nationale et tout cela. C'est bien aussi, on ne peut pas, n'est-ce pas, enlever à l'homme ces mérites-là. Maintenant, je souhaite aussi, parlant justement de la conférence nationale et aussi de Maître Adrien Mbegi, répéter l'un de ses propos quand il disait sous nous nous dans quoi roman foi. Donc je pense que c'est ce qu'on va dire aujourd'hui aussi, c'est-à-dire que qu'on soit d'accord avec la personne de Maître Adrien Mbegi ou pas, qu'on ait une affection pour lui ou pas, est-ce que les propos qu'il a tenus aujourd'hui, est-ce qu'il y a un minimum de vérité dans ces propos-là? Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que pour dire quand même que ces propos ont suivi une certaine cohérence. Et surtout, ce qui a été intéressant, c'est qu'il est quand même parti d'une antériorité, n'est-ce pas, pour aboutir à la situation actuelle, pour qu'on puisse, n'est-ce pas, faire une analogie pour ceux qui ne connaissaient pas l'histoire du Bénin avant la conférence nationale et peut-être jusqu'en 2010, j'ose dire. Voyez-vous, moi, je pense que on n'a pas été très vigilant après la conférence nationale. Je pense qu'il a aussi dit, on n'a pas été vigilant dans la mesure où les acquis de la conférence nationale,
je veux pas dire on parce que moi j'y étais pas, ils n'ont pas pensé, n'est-ce pas, à consolider les acquis de la conférence nationale. Ce qui les a intéressés plutôt, ce sont, n'est-ce pas, leur pouvoir personnel et non le pouvoir qu'ils pouvaient donner aux institutions. Ce qui fait que juste de la conférence nationale à aujourd'hui, nous avons des institutions qui sont tellement faibles et qui n'ont, n'est-ce pas, aucun pouvoir face au pouvoir de celui qu'on va appeler le chef de l'État. Et donc, ce qui fait que n'importe qui prend le pouvoir, n'est-ce pas, il est libre de faire ce qu'il veut. Et donc, dans ces conditions-là, n'est-ce pas, n'est-il pas facile de faire des exilés politiques? Bon. Après, moi, mon propos, il est très simple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on déplore les idées politiques et tout, mais je pense que c'est aussi peut-être le moment d'appeler à un peu à un peu d'intégrité, n'est-ce pas, dans la politique. Parce qu'il faut constater que tous ceux-là qui sont, n'est-ce pas, en exil aujourd'hui, c'est parce que, n'est-ce pas, ces personnes-là, pour la majorité, j'ai bien dit, hein, donc vous allez faire attention à vos commentaires, pour la majorité, traînent des casseroles et donc en fonction de ces casseroles-là, ben on va leur coller une affaire pour les mettre derrière les barreaux et en ce moment-là, ben, vous voulez qu'on dise quoi? Donc je pense que s'ils avaient un minimum de probité, ça serait aussi peut-être un peu plus difficile, n'est-ce pas, pour ceux qui sont aux affaires de les mettre en prison. Quoique dans un régime, n'est-ce pas, tyrannique, il y aura peut-être forcément des exilés. Donc, je ne suis pas en train de dire que ce régime est tyrannique, mais ce que je suis en train de dire que dans tous les cas, s'il faut qu'il y ait des exilés politiques, il y en aura. Mais si les hommes politiques avaient un minimum de probité, cela serait quand même un peu plus difficile parce que là, on constate que c'est tellement facile. Bon, pour finir, moi, j'ai envie de dire, il serait peut-être important que, pour une fois, les hommes politiques béninois mettre de côté, n'est-ce pas, leurs intérêts, parce que on a bien constaté que pour avoir, n'est-ce pas, vacillé au gré de ses intérêts, aujourd'hui, peut-être avec la force de l'âge, ou peut-être que la sagesse a pris Maître Adrien Mbedi en cours de route, tant mieux. Donc, on voit bien que les propos qu'il a aujourd'hui ne sont pas en phase, n'est-ce pas, avec sa participation active dans ce régime-là. Mais bon, mieux vaut tard que jamais. On va oublier le passé, comme l'a si bien dit des gens dans le commentaire. Et pour finir, j'aimerais dire quelque chose. J'ai constaté que dans ces formes de live-là qu'on a, quand des gens montent et qui n'ont pas forcément le même point de vue que les autres, un peu comme le monsieur qui a parlé avant moi, il n'avait pas le même point de vue que nous. Alors, peut-être bien que il n'avait pas le même point de vue que beaucoup de personnes. Je pense pas que ça sert de traiter les gens de clébés, de ceci ou de cela. Je pense que vous devez essayer de grandir un peu, faire les débats avec sérénité, avec des arguments. Quand vous n'êtes pas d'accord, mettez sur la table des arguments, d'accord? Parce que cette forme de débat, de politique, fait que le Bénin est dans la même situation aujourd'hui. Et je pense que dans 50 ans, si on garde le même cap, puisque c'est ceux qui sont sur les lives aujourd'hui qui seront les dirigeants de demain, voyez-vous. Donc, si on reste sur le même cap, on aura encore les mêmes problèmes. Vous ne pouvez pas réclamer, n'est-ce pas, la liberté d'expression. Et chaque fois que quelqu'un vient dire quelque chose qui est contraire à votre point de vue, vous allez le taxer de clébé ou commencer à l'insulter. Moi, je vous invite à grandir. Peut-être que s'il y a besoin que vous retournez un peu à l'école pour apprendre, n'est-ce pas, l'argumentation, allez le faire pour que vous puissiez, n'est-ce pas, quand les gens ne sont pas d'accord avec vous, poser sur la table des arguments et non des insultes et des choses comme des clébés. Moi, ça ne m'est pas agréable à lire et à entendre. Je vous remercie. Ok, merci beaucoup, monsieur Ndewenu. Monsieur Vidasco, vous pouvez prendre la parole maintenant. Donc, les amis, continuez à partager le live, à aimer le live. Monsieur Vidasco, vous pouvez ouvrir votre micro. Ok, allez-y. Bonsoir, chers frères. Oui, bonsoir. Oui. Et Biafrica TV. Bonsoir. Merci. Oui, Cheko. Vidjanani, Guédou et tout le reste, je vous réitère mes salutations les plus distinguées. J'ai pu écouter, réécouter, et tout à l'heure, j'ai fait encore un remake des propos du maître Adrien Mbedi, qui a été plusieurs fois président de notre Assemblée nationale. Et bien avant ça,
qui a présidé aussi notre Cour constitutionnelle. Un homme de droit. Oui, juste un instant. Il n'a jamais présidé la Cour constitutionnelle, juste pour... Et il n'a jamais présidé? Non, il n'a jamais présidé la Cour constitutionnelle. Ah, d'accord. Autant pour moi. Oui, allez-y, oui. Ok, mais je pense qu'il a été plusieurs fois président de l'Assemblée nationale, si je ne me trompe. Oui, 3 fois. Il a été premier ministre 2 ans sous Kérékou, pour ce qui est majeur qu'on connaît de lui. Oui. D'accord. Merci. Donc, dans son allocution, il expliquait le pourquoi du comment, de la manière dont les choses se passent. Un dossier vide, qu'on le ramène, mais qu'on leur donne manu militari à ce qu'ils condamnent une personne innocente à 20 ans de prison. Waouh! Mais devrions-nous simplement nous attarder ou fermer simplement les yeux sur ce fait? Je dirais non. Je poursuis ma lecture, je m'amène aussi à réfléchir et je trouve opportun qu'il ait fait cette sortie beaucoup plus pondérée, dans ce sens où il nous ramène à un fait. Nous traversons une situation compliquée de notre pays, le Bénin. Laissons nos égos de côté, réfléchissons et disons-nous, nous avons un seul pays, le Bénin. Et quand on est patriote, et quand l'esprit patriotique nous anime, on est dans cette obligation de dire, même si j'ai contribué, même si j'ai fauté, même si j'ai été une pièce maîtresse à fausser le cursus politique de mon pays, à un moment donné, il va que je dise la vérité et que notre pays, le Bénin, le seul qui nous réunit, qui nous assemble, puisse retrouver son état normal. Parce que nous sommes dans un pays malade, très malade. Et le mal qui nous gangrène est profond, immensément profond. Je retiens 2 choses. Le maître Adrien Mbedji est abasourdi. Il est crevé. Il est anéanti. Parce qu'il aurait opéré en silence beaucoup de démarches qui n'ont pas donné ses fruits. Et quand on essaie de réécouter, je nous amène encore à réécouter correctement, vous auriez compris, ou on peut lire entre les lignes, qu'il aurait utilisé des armes pour désamorcer, et cela n'a pas pu porter ses fruits. Là, il se dit, quand on essaye de toucher la main qui vous a peut-être nourri, et que cette main reste fermée et ne veut plus donner, et qu'on voit que nous végétons dans un mal profond, et que j'ai des personnes qui me suivent et des personnes qui veulent cette détermination, cette autodétermination que nous voulons pour notre peuple, il faut que je parle. Notons que le maître Adrien Mbedji n'a plus rien à perdre et on l'a tellement sollicité dans ce pays. S'il pouvait se mettre devant avec Yaïboni, Soglo, nous avons cette chance, beaucoup de pays ne l'ont pas. C'est encore des ténors qui sont encore vivants. S'ils peuvent rester devant nous afin que nous puissions opérer une marche pacifique, sans armes, sans pierres,
Et que eux trois, ils puissent être criblés de balles afin que nous puissions retrouver cet apaisement. Il faut qu'ils le fassent. C'est un cri de détresse. Si le président Yahi Boni, le président Nicéphore Dieudonné Soglo et le maître Adrien Humbedi puissent se mettre ensemble, la main dans la main, devant, et que nous puissions les suivre, cette jeunesse puisse les suivre. Et si on veut nous tuer, qu'on nous crible de balles, il faut le faire. Il n'y a pas d'opposition aujourd'hui. Il n'y a rien. Et cette jeunesse qui crie, quand ils crient, ils sont enfermés. Je m'en vais pour donner exemple, le dernier cas en date, qui serait un cas politique. Le jeune frère Watouedi, qui à 6 heures du matin s'est vu son mur grimper, arraché Manu Militari de l'OCRC, on balance à la BEF, de la BEF on balance à l'OCRC. On ne connaît pas l'issue qui est réservée à ce jeune homme. Et qu'on nous dise que c'est une affaire d'État. Et quand on revient encore, que c'est du harcèlement par voie électronique, ça fait pitié. Une affaire politique. Pour quelqu'un qui n'a jamais été nommé dans une instance politique, dans une instance administrative. Encore une minute, monsieur Vidasco, mais vous pouvez revenir dans quelques minutes. Oui. Il n'y a pas de souci. Ayons une pensée pour cette jeunesse qui aimerait que cette chose devienne la nôtre et que nous puissions porter l'étendard et en soyons fiers. Ce qui nous réunit est beaucoup plus fort que tout ce qui pourra nous diviser. Et je demande justice pour Watouedi. J'en ai fini. Olaïtan aussi, oui, c'est ça que je n'avais pas lu. Ok, donc monsieur Kialine, vous pouvez prendre la parole maintenant. Merci, monsieur Jules de Dieu Africa. Vraiment, j'ai suivi avec intérêt. J'ai pris le débat en cours. Votre émission, je l'ai prise en cours et j'ai suivi avec intérêt les interventions des uns et des autres. Mais je voudrais que vous me donniez rapidement une précision. L'élément qui sert de base à l'émission date de quand? L'intervention de Maître Adrien Humbedi date de quand? Ok, je pense qu'il avait été invité au sommet de la jeunesse. Ça s'est passé dans la semaine, je pense. C'est pas si longtemps. Voilà. Oui. D'accord, je vois. Donc, si c'est si récent que vous le dites, alors je me rends compte que l'homme n'avait encore rien vu quand il tenait le fameux discours d'un pays fracassé, banalisé, saccagé, fragilisé, descendu de son piédestal, où tout serait à repenser. Qu'en est-il à présent? Je veux savoir comment il voit le pays à présent. Maintenant que nous sommes à la croisée des chemins et qu'il se rend compte enfin du deal perfide dans lequel il s'est laissé emballer, nous tirons la conclusion que son alliance avec la rupture était une erreur politique de plus. Et nous nous prierons de ne pas trop lui tenir rigueur du moment où l'erreur est humaine et que c'est persister dans l'erreur qui est diabolique. Donc tout au moins il a refusé de persister dans l'erreur. S'en est-il rendu compte tôt, tard? Ce n'est pas le plus important, mais il vaut mieux tard que jamais. Quelqu'un venait de le dire. Il a dit dans son allocution que le devoir d'un prisonnier politique est de s'évader. Bien dit. Mais il n'a pas ajouté que
Le devoir naturel d'un peuple opprimé est la résistance et le devoir à l'insurrection. J'en ai besoin, en fait. J'ai besoin qu'il le dise. Et je tiens à ajouter cela pour un peuple qui a encore besoin de reprendre son destin en main à l'heure actuelle. Pour moi, je pense que d'aucuns ont parlé et ils ont dit beaucoup de choses que moi, je ne voudrais sincèrement pas répéter. Je n'ai pas envie de les répéter. Donc, je vais être un peu laconique. Mais je tiens quand même à faire remarquer un certain nombre de choses sur certaines interventions. Excusez-moi. Monsieur Nodeweno disait tantôt que, enfin, il se plaignait de l'attitude de certains et quand d'autres ne sont pas du même avis qu'eux. C'est vrai, nous le déplorons tous. Mais monsieur Nodeweno, tout en vous apportant ma caution sur votre point de vue, je voudrais quand même vous dire que nous n'allons pas en rester, on veut argumenter, mais nous n'allons pas en rester là, avec des gens qui viennent gaillardement soutenir et sans retenue qu'il faut des morts et des prisonniers politiques pour construire un pays. Si nous sommes face à des gens sans scrupules, des gens dépourvus du sens du droit et du devoir, alors ne nous demandez pas d'en rester là. Je ne veux pas encourager la violence, ce n'est pas, non du tout, pas du tout. Loin de moi cette idée. Mais si nous sommes devant des gens qui soutiennent qu'il faut une exclusion sauvage sur fond d'hérésie politique pour qu'un pays se construise, alors souffrir qu'il y ait une réponse du berger à la bergère. Cela ne veut pas dire que nous ne savons pas argumenter. Mais il est important de rendre acquis de droit la monnaie de ces pièces. Alors, trêve de leçons de morale, je ne m'en plains pas, mais je n'ai pas vraiment envie qu'on nous limite à ce que nous allons dire ou à nos réactions. La dernière fois, j'ai pris la parole sur cette émission, une émission d'il y a je ne sais combien de jours déjà. J'ai pris la parole un peu forcée parce que j'étais révolté. J'en étais même arrivé à perdre mon sang-froid et à être totalement dérouté parce que tellement le raisonnement de certains compatriotes vous met hors de vous. Il faut faire avec. Franchement, c'est malheureux, c'est dommage, mais c'est comme ça. Et tout à l'heure, je viens de suivre M. Vidjanaï. Si je crois que c'est vraiment son nom. Monsieur Vidjanaï, tout à l'heure, qui parlait de... quoi dois-je dire? Excusez-moi, nous sommes mal éduqués. Ben, monsieur Vidjanaï, c'est peut-être ce qu'on a tenté de vous mettre dans la tête. Et on a donné le pouvoir à un président de la République qui allait à la face du monde, nous dit que nous étions un désert de compétences, donc des incompétents. Et quelques années plus tard, il enfonce le clou et dit nous sommes un pays de pagailles. Donc nous sommes des pagailleurs. Aujourd'hui, vous venez dire que nous sommes des mal éduqués. Ben, moi, je ne me retrouve dans aucun de ces qualificatifs et je rejette, je ne suis pas mal éduqué. Je ne suis pas incompétent, je ne suis pas pagailleur. Et je vous le renvoie et il faut déjà voir cette façon de nous traiter pour ne pas laisser la liberté aux politiques de dire de nous, du peuple qui doit respecter ce qu'ils veulent. Ces éléments de langage, moi en tout cas je ne me retrouve pas, ça ne m'engage pas personnellement. Est-ce que nous sommes si mal éduqués que ça? Je ne sais pas qui est mal éduqué finalement. Parce que moi, je n'ai jamais regardé mes parents.
en face. Encore moins pour leur dire que je pourrais leur imposer les règles de la maison. Ça ne s'est jamais produit. Ce ne sont pas nos valeurs. Et j'ai foi en quelque chose. Et la Bible m'a enseigné qu'il faut honorer son père et sa mère pour être heureux et vivre longtemps sur le pays que l'Éternel, ton Dieu, t'a donné. Voilà. Donc, sur le truc de Maître Arnaud Ngoumbedji, je ne vais pas aller plus loin. Je vous avais dit tout à l'heure que je serais laconique parce que beaucoup ont pris en compte déjà mes préoccupations. Et on va en rester là. Si le débat demande plus d'intervention, alors nous allons prendre la parole et dire ce que nous pensons. Mais je vais quand même aller un peu dans l'actualité, restant dans le couloir des droits de la démocratie pour dire que les procès sous azimut, les enlèvements qui se font, et vraiment, moi je vais vous dire quelque chose, ça n'intimide personne. Nous sommes à la veille des élections, ils savent ce qu'ils ont préparé comme coup, ils savent qu'il y aura une résistance du peuple, et donc pour intimider, on a déjà commencé par procéder à des arrestations. On a commencé par procéder, ça c'est même pas des arrestations, c'est des enlèvements, et ça fait pitié. Si quelqu'un veut de moi, qu'il se rend chez moi, je suis dispo. Je vous avais dit la dernière fois dans une émission que je n'aime vraiment pas prendre la parole. J'ai horreur du débat public. Mais ce qui m'oblige aujourd'hui à prendre la parole, c'est un de ces facteurs-là. Voilà. C'est un de ces facteurs. Et vous n'allez pas intimider les gens, procéder à des arrestations sauvages, des enlèvements, et croire que vous allez perdre tout un peuple. Et c'est ça qui fera que moi, je parlerai désormais. Si c'est pour arrestation, là, allons tous en prison. Et non qu'à ouvrir la prison pour 13 millions de billets. Enfin, sauf ceux qui sont prêts à manger à tous leur atelier, à conclure le pacte avec le diable. Je resterai, je parlerai maintenant. Ils veulent emprisonner les gens, n'ont qu'à emprisonner. On ne va pas nous intimider. Parce que malheureusement, quelqu'un venait et dit, voilà des éléments de choses qu'on met dans la tête de population. Un chef, c'est un chef. Un roi, c'est un roi. Qui l'a désigné roi? Ce n'est qu'un président de la République qui a des pouvoirs limités. Et il est même encadré normalement par des institutions de contre-pouvoir pour le contenir. Si il a su violer les règles en s'alliant toutes ces institutions aujourd'hui pour rendre le pouvoir absolu, ça ne fait pas de lui un roi, je suis désolé. Le président de la République est perçu comme le premier citoyen parmi ses pairs. Donc, il n'est pas le seul au-delà de tout. C'est le premier parmi ses pairs. Et il n'est pas au-dessus de la loi. Il n'est pas au-dessus de la loi. Il n'est pas au-dessus des règles qui régissent cette société. Et on ne fait pas le destin d'un peuple contre sa volonté. Voilà. On ne fait pas le destin d'un peuple contre sa volonté. Alors, il a le devoir de nous écouter. Et la Bible, dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 5, il y a le conseil d'homme. Il est mieux pour l'homme d'entendre la réprimande du sage que d'entendre le chant des insensés. Alors, quand le sage comme Ngoumbedji, quand le sage comme nous, on n'a pas besoin d'être vieux pour être un sage, c'est deux choses différentes. Quand des sages de la République, des citoyens, le peuple qui lui a remis le pouvoir, l'appelle, le réprimande pour lui dire « Arrête, ceci ne va pas, il faut qu'il écoute ». Mais s'il va se borner au chant des insensés, qui vont lui chanter des louanges, attention à ne pas lui tirer la couronne d'épines. Voilà, je vais m'en arrêter là. Merci. Ok. Ok. Merci, Kéaline.
Restez avec nous, vous pouvez prendre votre deuxième tour de parole dans quelques minutes quand on va faire le... donc avant de peut-être donc je vais permettre maintenant aux amis de réagir à ce qu'ils ont entendu. Vous pouvez, si vous n'avez pas eu le temps de finir votre développement avant, vous pouvez compléter aussi, ajouter des éléments nouveaux ou bien réagir à ce que vous avez entendu aussi. Oui, j'ai vu que aussi M. Ndewenu avait demandé une motion aussi. Donc, je vais revenir à vous bientôt, M. Ndewenu. Oui, oui, aussi, Vidasco, oui, oui, tout le monde aura droit à son deuxième tour de parole. Il n'y a pas de problème. Donc, on va reprendre dans le même ordre. Georges, tu peux ouvrir ton micro si tu as des éléments à compléter. Tu peux y aller. Oui, bien sûr. Bien sûr, merci beaucoup, M. Djossou. Mon frère, faut... je disais que je m'attendais un peu à quelque chose. En tout cas, mon frère, si tu veux parler, faut pas hésiter à parler. Hein. Nous, on n'hésite pas. Et on nous dit que nous devons parler, faire des critiques constructives et que nous ne faisons pas des critiques constructives. Et donc, que si nous rentrons, on va nous arrêter. Ça m'a fait rire. C'est un peu comme Vijana, il le dit, c'est-à-dire, si tu n'as pas des choses un peu comme tes parents au pays ou quelque chose comme ça, tu t'en fous, en fait. Et si tu es au pays, et si tu parles, on va t'arrêter, tout ça, ça me fait rigoler. Nous sommes dans des pays où même tu es au chômage, même le gouvernement te paye. Et l'argent, là, c'est chez nous, on va le voler. Parce qu'on a des autorités pliées là-bas. Mon frère, il faut sortir pour voir de quoi on parle. Donc, effectivement, le pays va te manquer, certes, parce que c'est de ça que le président André Mbedji parle. Le pays va te manquer, oui. Tu te dis, oh, mais c'est vrai, si seulement j'y étais, tous ces bons moments et tout. Et quand tu regardes des opportunités, tu te dis, bon, c'est que tu y vas, ce sera sûrement pour, je ne sais pas, pour aller juste jeter un coup d'œil, voir un peu comment tes frères évoluent. Mais quand tu entends qu'il y a un nazi, voilà quoi, qui est en train de tout foutre en l'air là-bas, et t'as même pas envie d'y aller. Et c'est le pays qui perd, malheureusement. Le pays qui perd. Maintenant, je veux ouvrir une petite parenthèse avant de continuer pour répondre au frère qui vient de parler. Mon frère, quand tu veux parler politique, là, faut sortir de la religion, s'il te plaît. La Bible a dit, c'est une manipulation pure qui est utilisée aujourd'hui par des gens comme Djogbenu, je dis bien son nom, qui a récemment parlé de l'évangile selon le travail. Tout, c'est une manipulation pure, je répète. Nous ne sommes plus dans ça. Parce que quand on rentre dans ta Bible, la même Bible, on va aller avant, je sais pas, jusqu'au 6e siècle déjà, on a le Zoroastre qui lui-même, voilà, nous parle d'un autre Dieu, d'un autre Jésus. 6 siècles avant Jésus. Avant ça encore, il y a Bouddha qui a vécu 6 siècles avant Jésus. Lui-même est né d'une vierge. Lui-même avait 12 compagnons. Lui-même a été crucifié, ressuscité. Et je vais continuer. 1400 ans avant Jésus même. Il y a eu Krishna de chez les Indiens. Lui-même était né, là, Jésus était une femme. Né un 25 décembre avec 12 vierges et tout. Faut aller voir un peu. La religion, c'est une manipulation. Et arrête de nous réciter des versets bibliques pour un débat politique. C'était juste une parenthèse. Je la refais parce que là, c'était trop ennuyeux. Sinon, tu veux d'autres, écris-moi et je vais t'en envoyer. Même 2500 ans, il y avait Horus. Lui-même, c'était pareil. Et ça, c'était en Égypte même. Donc, bref, voilà. Jamais de la religion et s'il te plaît, arrête de nous ennuyer avec des versets bibliques ici. Bref, je reviens donc sur ce que le président André Mbedji a dit. Et je vais essayer d'être le plus objectif que je peux. En fait, le président André Mbedji a demandé qu'on libère les prisonniers. Ok, on sait tous que celui qui est là ne va pas le faire. Il est pour le système nazi. Il est pour ce système nazi et il va pas le faire, justement parce que, n'oubliez pas, hein, c'est la France qui faisait le nazisme en Afrique du Sud. Ça là, si vous voulez le lire, il y a un livre là, Anna Arendt, d'été à la fin, Anna Arendt. Elle a écrit dans un livre où elle explique un peu comment Hitler en Afrique du Sud a découvert la technique de nazisme. Et c'est les Français qui le faisaient. Les Français, on se sent français chez moi là. C'est les Français qui faisaient ça en Afrique du Sud. Et donc, quand on dit nazi, là, ne croyez pas que c'est seulement, voilà, c'est seulement en allemand avant. Non, 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 non. C'est une technique française, effectivement. Et là, c'est malheureusement ce qu'on essaie de nous appliquer. On divise en apartheid déjà. Ceux-là ont des droits, les autres ne les ont pas. Djogbenu l'a dit il y a quelques jours. Hein. Gouverner, c'est exclure. Gouverner, c'est discriminer. Attendez-vous à ça. Vous risquez même là, on risque même la 3e guerre mondiale avec ce qui est sorti de sa bouche là. Je ne sais même pas pourquoi les gars applaudissent encore. Et c'est de ça il s'agit. Et M. André Mbedji est en train d'avoir ce souci là. Là où on va, c'est chrysogène. Il faut qu'on fasse quelque chose.
Il sait qu'il ne va pas le faire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, M. Adrien Humbedji? Mettez-vous devant. Moi, je vais envoyer mes frères, ils vont se mettre derrière. Ils sont prêts. La jeunesse béninoise est consciente que ça ne va pas. Ils sont conscients qu'il faut faire quelque chose. Mais qui va prendre le devant? Il faut des gens du système même pour prendre le devant, pour qu'on ne les tire pas dessus, en fait. C'est de ça il s'agit, un peu comme ça s'est passé. Les années 90 avec truc là, comment il s'appelle? J'ai oublié son nom, au Madagascar. Ils ne vont pas tirer s'ils savent que c'est leur chef là, ou bien ceux qui sont de leur système, même qui sont dans la marche, devant la foule, devant le peuple. Voilà, on a besoin de vous comme pour nous protéger. Vous vous mettez devant, là, on s'aligne derrière vous. Monsieur Adrien Humbedji, ne restez pas là pour nous dire, il faut, ils vont pas le faire. Alors, donc voilà quoi, là maintenant, là, vous allez nous montrer clairement que, voilà, que vous êtes vraiment avec nous. Vous parlez de la démocratie, monsieur Adrien Humbedji. De quelle démocratie? La démocratie de la bourgeoisie capitaliste? Parce que celle-là, c'est celle que vous avez vécue aussi. Et ceux qui sont restés dans cette démocratie, on a organisé les élections chaque 5 ans. On nous a placé des opposants fabriqués. Exemple, Nicéphore Dieudonné Soglo, que la France avait envoyé direct pour aller arracher le pays des mains des communistes, qui étaient Kérékou. C'était en 90. Après cette longue lutte, la famine des Béninois, il n'y avait plus rien, année blanche et tout. C'est ce qui s'est passé. Et on lui a mis la pression économique. Ensuite, on a envoyé quelqu'un lui arracher le pays. Et Soglo a bien fait le rôle. Parce qu'il descendait quand même de Bretton Woods. C'était un capitaliste pur et simple. Et c'est cette démocratie de la bourgeoisie capitaliste qui est là aujourd'hui, qui ne rend riche que ceux qui sont passés là-dedans. Exemple, vous, monsieur Adrien Humbedji. Nous sommes d'accord que vous avez compris, que vous n'avez plus rien à perdre aujourd'hui en disant tout. D'accord, merci. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il ne va pas le changer. Il ne va pas le faire. Et aujourd'hui, la même chose est en train de se passer en Côte d'Ivoire. Je vous rappelle que Thiam, le Sénégalais qui se retrouve ivoirien avec une femme blanche, je rejette ça 3 fois, une femme blanche, aujourd'hui la PDCI l'a choisi pour les représenter. C'est l'horreur totale. Et on continue. La même chose du côté du Cameroun, qui a fait déjà des morts en 2009, qui a fait déjà des morts en 2012, ce même code électoral. C'est ça qu'on envoie aujourd'hui chez nous. Pour sacrifier nos jeunes. Nous ne sommes pas prêts. Une seule goutte de sang ne va pas couler. Et c'est vous qui allez prendre le devant puisque vous êtes prêts à faire la lutte avec nous. C'est ce que j'avais ajouté. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, Georgia. Ok, monsieur Ndé-Ouenou pour votre motion. Et puis les amis, continuez à aimer, à partager le live. Et puis merci pour tous les amis qui nous ont fait des cadeaux. Ok, monsieur Ndé-Ouenou, si vous êtes prêt, ouvrez votre micro. Oui. Bah écoutez, ma motion c'était par rapport à ce qu'a dit l'intervenant avant Georgia qui voilà a dit que quand dans un débat les gens arrivent avec des propos que lui juge incongrus, bah c'est de son devoir, je pense, si je ne trahis pas ses propos, de répondre aussi de façon incongrue. Bon, alors que chez nous, on dit bien que quand le fou se saisit, n'est-ce pas, de ton pantalon et que tu te mets à courir derrière lui, les gens vont penser que, que vous êtes pareil, voyez-vous. Donc, moi, je pense que quand on est en train de faire des débats de ce genre, il faut mettre de côté l'émotion et tout ce qu'on peut avoir comme imbécilité en nous, n'est-ce pas, et de poser sur la table des arguments. Et ce qui est même d'autant plus intéressant, c'est que si en face, vous avez des gens que vous jugez n'ont pas, n'est-ce pas, l'argument que vous vous attendiez et que vous jugez que leurs propos n'ont pas de poids ou alors n'ont pas d'essence, je pense que alors en ce moment-là, ce n'est pas ce jeu que vous devez faire. Vous aussi, vous devez peut-être leur apporter, n'est-ce pas, de la substance pour éclairer le lanterne. Donc, quand ce n'est pas le cas, moi, je pense que c'est dommage. Et quand Monsieur Vidielani parlait tout à l'heure de ses souhaits à lui, et il aimerait bien qu'on arrête, n'est-ce pas, de papoter à longueur de journée et qu'on passe à l'action. Mais sauf que quand il n'y a pas une idéologie et une pensée derrière l'action, l'action, elle ne sera pas cohérente et elle ne sera pas coordonnée. Et donc, je pense que le travail, je dis le travail en guillemets, que nous faisons sur ce panel, c'est justement, n'est-ce pas, essayer d'avoir une ligne directrice, n'est-ce pas, pour que si un jour il devait y avoir une forme ou une autre d'action de la part de la jeunesse pour que les choses puissent évoluer de façon positive, que, n'est-ce pas, ces actions puissent être
noble, coordonnée et aussi compréhensive. Donc, je pense que ces discours que nous tenons aussi ont leur sens. Maintenant, quand il parle de l'éducation, Monsieur Viviani toujours, moi, je suis d'accord avec lui pour dire que la majorité des Béninois, parce on pourra jamais dire tout le monde, hein, il va forcément y avoir des exceptions, ça c'est sûr. Mais en majorité, nous avons un problème d'éducation. Et ça, je l'avais déjà dit ici plusieurs fois. Déjà, à savoir que quand dans un pays comme le nôtre, on va de notre propre chef donner, n'est-ce pas, le pouvoir à un capitaliste, alors qu'on sait très bien que nous sommes dans un pays pauvre, moi je dis que c'est un manque d'éducation. Quand après on participe, n'est-ce pas, au système, qu'on participe à voter des lois et que après on vient, n'est-ce pas, à vociférer, je pense aussi que c'est un manque d'éducation. Donc le manque d'éducation, il est à tous les niveaux. Il est au niveau des élites et il est aussi au niveau de ceux qui ne sont pas considérés comme étant des élites. Et donc, comment peut-on pallier à ce problème? C'est justement commencer déjà par notre système d'enseignement, qui est un système totalement à la ramasse et qui ne tient pas, n'est-ce pas, compte de nos réalités. Par exemple, le récit que Maître Adrien Hongedi a fait sur la conférence nationale, normalement, ça ne devait pas être de sa bouche qu'on puisse aujourd'hui apprendre cela. C'est-à-dire que nos manuels scolaires nous l'auraient déjà enseigné depuis longtemps. Et je pense que si on avait eu cette éducation-là, qui pouvait nous rendre un minimum patriote, parce que des patriotes, il n'en existe pas beaucoup au Bénin. Et c'est pas de la faute des Béninois, c'est juste que on n'a jamais eu, n'est-ce pas, une éducation qui peut nous inciter au patriotisme. Parce que quand on nous parle des choses qui ne nous concernent pas en réalité dans le livre d'histoire et on fait comment je vais dire, on fait l'apartheid, n'est-ce pas, sur les choses qui nous font et qu'on nous récite tout le temps ce qui s'est passé à l'extérieur, n'est-ce pas, de notre pays. Je pense que c'est normal que les gens ne puissent pas aujourd'hui savoir où mettre pied. Et l'autre question aussi, c'est quoi? C'est quand Georgia tout à l'heure parlait aussi, n'est-ce pas, du fait que quand on est à l'extérieur du Bénin, écoutez, on a, enfin, si ce n'est pas nos parents qui nous manquent, il n'y a pas d'intérêt à rentrer au Bénin. Bon, je pense que là aussi réside un problème, si vous voulez savoir, parce que vous constatez que les choses sont faites de telle sorte que on est plus heureux d'avoir, n'est-ce pas, un visa que la carte d'identité de nos pays. Bon, et que quand on est à l'extérieur de nos pays, on voit le système qui est donc dans ces pays qui nous ont reçus et on n'a plus envie de rentrer ensuite, ou alors si on rentre en touriste. Je pense que là aussi c'est un problème parce que je pense que c'est bien de sortir du pays. C'est bien, même quand il n'y a pas de conflit politique, c'est bien de sortir parce que ça ouvre l'esprit et donc on va apprendre. Et quand on va au dehors et qu'on apprend, je pense qu'à un moment donné, il faut coûte que coûte rentrer chez soi et mettre en application, n'est-ce pas, les choses qu'on a appris ailleurs parce qu'on ne pourra jamais tout apprendre dans nos pays. Il faut forcément sortir, voir d'autres réalités, apprendre autre chose et venir les mettre en application. Donc, moi, je ne suis pas trop pour dire que voilà, c'est la misère là-bas et que si ce n'est pas nos parents, on n'aimerait pas rentrer. Non, moi je suis plutôt pour dire que quoi qu'il en soit, qu'il y ait des tensions politiques ou pas, qu'on soit opposant ou qu'on soit mouvancier, qu'on soit persécuté ou pas persécuté, je pense que on doit toujours penser, n'est-ce pas, à un moment donné, à rentrer chez soi et à faire en sorte que le pays aille de l'avant et qu'on y reste à un moment donné. Ce sera tout pour moi. Merci beaucoup, Monsieur Vidasco. Vous pouvez prendre la parole maintenant. Donc, continuez à partager le live. Peut-être je vais dire, quand Monsieur Ndeo, je vais peut-être dire un petit mot avant de laisser la parole à Vidasco. Oui, c'est bon. Tous les Béninois, mais en principe, ont envie d'aller là-bas. Même si tu n'as même plus de parents en vie, les gens ont
envie d'aller au Bénin, passer une semaine, 2 semaines et retourner juste pour changer d'air. Mais les conditions aujourd'hui au Bénin ne permettent pas à tout le monde d'y aller. Soit vous acceptez Merci. d'aller. Oui. Merci. Il faut ajouter les menaces. J'ai bien dit ça. Hein. Oui. Donc, soit vous allez, si vous êtes prêt à jouer à l'esclave du système, vous êtes là, vous allez partir, rester en silence, fermer les yeux sur les tueries, fermer les yeux sur les assassinats, fermer les yeux sur les enlèvements. D'accord, vous pouvez y aller. Mais si vous osez dénoncer des choses, le terrain n'est plus fertile pour y aller. Donc, tout le monde a envie d'aller au Bénin. Même si tu n'as rien à faire, on allait juste pour se balader. Juste, tu vas voir. Mais si tu n'as personne envie, tu peux y aller quand même. Donc, c'était juste une petite parenthèse là. Je vais laisser Vidasco parler. Merci, cher frère. Alors, j'avais opiné tout à l'heure vite fait. C'est vrai que le temps était un peu très limité pour qu'on puisse en dire beaucoup plus. Mais si tu permets, je vais y aller, monsieur Jossou. Et nous sommes vraiment mal éduqués. Très mal éduqués. Si on n'était pas vraiment très mal éduqués, nous n'allons jamais prendre la Bible pour parler de la chose politique. Cette Bible qui met, en exergue un certain Jésus avec le Père Noé entouré de 12 hommes au lieu d'être entouré de 12 femmes. C'est la malédiction qui fait qu'un homme peut s'entourer de 12 femmes. Bref. Notre pays au jour d'aujourd'hui a un réel problème. Le réel problème que nous avons et qui constitue cet handicap qui nous détruit. Ça nous détruit énormément. Même si vous voyez ce qui est et que vous devriez en parler. Tes propres frères qui n'arrivent même pas à joindre les deux bouts et qui t'emmerdent à longueur de journée pour que tu puisses les aider. Ils viendront t'insulter, te bâillonner parce que tu as osé parler. J'ai entendu encore des choses sordides. Un président n'est pas un chef. Un président est élu par le peuple. Et par ricochet, il devient un employé et le peuple est son employeur. Et je vais dire à cette personne qui a osé dire que c'est un chef, qu'un chiffon est appelé à être un chef. Et jamais un chef n'est appelé à être un chiffon qui le garde. Un chiffon est appelé à être un chef. Jamais un chef n'est appelé à être chiffon. Osez traîner ceux-là qui vous méprisent, qui vous torturent, qui vous amènent à l'abattoir de chef et vont toujours garder cette suprématie de chefferie sur vous. Ceux qui nous dirigent sont simplement mis là parce que nous avons voulu d'eux. On a lutté pour eux pour qu'ils puissent faire de la chose politique pour le peuple, pour le bas peuple. Il n'y a aucune famille au Bénin, je parle bien du Bénin, qui est pauvre. Nous avons été appauvris. Et quand je vois cet ténor politique depuis les années 90, nous devrions appliquer la loi de la razzia. Nous en sommes fatigués. Ils ne pensent que pour eux. Toujours les mêmes discours. Et quand la jeunesse ose parler, on les traite d'indisciplinés. C'est la malédiction. Parce que nous sommes très mal éduqués. À un moment donné, prenons les taureaux par les cornes et osons dire, Maître Adrien Humbedji, Dieudonné Soglo, Yahi Boni, respectivement, levez-vous la main dans la main, ok? Gardez-vous la main, mettez-vous devant, et nous, cette jeune
cette jeunesse consciente, nous allons nous mettre derrière. Montrez-nous les pas. Vous serez notre sacrifice. Parce que le Bénin vous a tout donné. Je répète, le Bénin vous a tout donné. La seule chose que vous pouviez faire pour ce Bénin, afin que nous puissions nous lever, c'est d'être reconnaissant. De vous tirer par les bras, vous trois, et que nous vous suivons. La jeunesse est prête. Sans armes, sans pierre toujours. Et nous allons opérer une très bonne marche afin que les choses puissent changer. Merci, M. Diosso. Merci beaucoup, M. Vidasco, et merci aussi pour les cadeaux. Ok. Diosso, est-ce que vous me permettez quelques secondes de réponse? Juste. Je devrais revenir avec vous, non. Non, c'était juste pour clarifier quelques concepts. Allez-y alors, oui. Je voudrais les intervenants qui sont arrivés après moi, qui se sont offusqués de ce que j'aurais parlé de la Bible en parlant de la politique, mais je voudrais déjà que nous saisissons la notion de la politique comme étant la gestion d'une cité. Alors, dans une cité, il y a des vies. Donc, il n'y a qu'une vie qui définit une cité. Quand il n'y a pas de vie, il n'y a pas de cité. Et comme la Bible, comme toute autre référence qu'il vous plaira de prendre, un code de vie. Voilà. Donc, si je m'en tiens à la Bible, je ne suis pas pasteur, c'est parce que je pense que c'est un référentiel sur lequel bon nombre sont arc-boutés quand ils parlent de leur vie, et surtout quand il s'agit de code moral. Alors, donc, je ne suis pas ici pour prêcher la Bible à quelqu'un, ce n'est pas mon genre. Écoutez, c'est peut-être mal me connaître que de m'arrimer à la Bible de cette façon-là. Alors, donc, un peu de retenue dans vos jugements, je vous prie. Donc, voilà. Donc, par ailleurs, je suis entièrement d'avis avec M. Vidianaï sur la notion que nous faisons du chef, ou que quelqu'un a voulu nous abreuver du chef. Voilà. Donc, c'est pour dire que je suis tout à fait d'avis et que, ce faisant, nous sommes en train d'engendrer nous-mêmes une superpuissance en un individu et qui ne doit pas avoir. Donc, c'est lui qui nous donne le pouvoir de faire de nous ce qu'il veut en pensant qu'il est un roi, qu'il est un chef et qu'il a des droits de vie et de mort surtout. Surtout qu'il faut avoir l'esprit que tout peuple de mouton engendre un gouvernement de loups, bien évidemment. Voilà. Donc, voilà un peu la précision que je voudrais faire. Merci. Ok, merci beaucoup.